Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence intitulée Hildegard de Bingen, une voix du XIIe siècle pour la naturopathie d'aujourd'hui. Je vais réaliser cette conférence en français. Je me présente, je m'appelle Barbara Herbart, je suis naturopathe en France, en Alsace et je suis aussi historienne médiéviste. Je mène des recherches dans les manuscrits, les archives médiévales principalement, sur les plantes et les techniques de soins utilisées au Moyen-Âge et pertinentes aujourd'hui dans notre pratique de la naturopathie. Alors le Moyen-Âge occidental, pour rappel, ça va du 5e siècle au 15e siècle et c'est une période absolument fascinante qui s'appuie à la fois sur les écrits de l'Antiquité, notamment la théorie des humeurs d'Hippocrate, mais aussi sur la nature et la spiritualité. La médecine médiévale, c'est une médecine plutôt vitaliste, holistique et complètement naturelle. C'est une médecine qui est assez simple. Le soin passait avant tout par l'alimentation et par les plantes médicinales. Et c'est vraiment cette mémoire médiévale, cette mémoire végétale aussi, que j'essaye de faire revivre à travers mes recherches et puis mes écrits. Dans le cadre de ce congrès sur la naturopathie de la femme, je voudrais vous présenter une femme exceptionnelle du Moyen-Âge qui a inspiré bon nombre de naturopathes, en tout cas en France et en Allemagne. Je parle d'Hildegard de Bingen. D'où l'intitulé de cette conférence, Hildegard de Bingen, une voix du XIIe siècle pour la naturopathie d'aujourd'hui. Alors Hildegard de Bingen, c'est une figure que j'ai eu l'occasion d'étudier à de nombreuses reprises et je m'intéresse notamment à son ouvrage Physica, puisque j'ai eu l'occasion d'étudier la version qu'on appelle la version Schott de 1533. Et donc voilà, j'ai pu essayer de tirer des informations très intéressantes pour nous aujourd'hui en naturopathie à partir de cette version imprimée particulièrement précieuse. Alors qui est Hildegard de Bingen ? Hildegard de Bingen, ou Sainte Hildegarde, puisqu'elle a été canonisée en 2012 et nommée docteur de l'Église, c'est une abbesse bénédictine du XIIe siècle. Elle a vécu dans le Saint-Empire romain germanique, qui correspond à peu près à l'actuelle Allemagne. Elle est rentrée au couvent assez jeune, à peu près vers l'âge de 8 ans, où elle a vécu en tant que recluse, en tout cas pour les premières années de sa vie au couvent. Alors comme c'est une journée dédiée aux femmes, je vais faire un petit arrêt sur image sur la vie de la femme au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la femme médiévale n'a que deux options. Soit elle se marie, soit elle rentre au couvent. Et contrairement aux idées reçues, la vie de recluse n'est pas du tout austère, en tout cas pas quand on bénéficie, comme Hildegard, d'un statut social élevé et d'une grande fortune. Au contraire, la recluse, elle a l'assurance d'avoir à manger tous les jours sur sa table, de se dédier à des activités plutôt tranquilles comme le chant, l'enluminure, de pouvoir travailler au salut de son âme par des lectures liturgiques, par des lectures religieuses, d'avoir accès à une infirmerie et des soins si elle est malade. Et notamment, on sait qu'Hildegard a eu une santé très fragile, même si elle est décédée quand même à 89 ans. Enfin, la recluse a l'assurance d'avoir une chambre, ou plutôt une cellule, pour elle toute seule. Alors on sait que la femme au foyer médiéval, elle par contre, doit partager son lit avec l'ensemble des membres du foyer, même les invités. Donc effectivement, la vie de recluse, c'est une vie plutôt confortable, surtout quand on a la considération financière dont pouvait bénéficier Hildegard. Alors Hildegard de Bingen, elle vit dans un monastère qui répond à l'ordre de la règle de Saint-Benoît, l'ordre des bénédictins. Et c'est un ordre qui nous intéresse pour trois raisons principales, en tout cas en naturopathie médiévale. D'abord, l'obligation d'être autosuffisant. La règle de Saint-Benoît impose d'être autosuffisant pour les moines, mais aussi pour aider les pauvres et pour pouvoir leur prodiguer des soins, notamment dans l'infirmerie. Le fait d'avoir cette obligation d'être autosuffisant nous permet aujourd'hui d'avoir des sources écrites sur les plantes cultivées dans le monastère. Ensuite, une autre raison qui nous intéresse, c'est le calendrier alimentaire en fonction des saisons, de la difficulté des travaux exécutés, puis du calendrier liturgique quand c'est carême ou jour gras, etc.
Enfin, la dernière raison qui nous intéresse de travailler sur un monastère qui répond à cet ordre-là, en tout cas, c'est le soin aux malades, hein, qui nous donne des sources évidentes sur les techniques de soins et les plantes utilisées dans ce cadre. Et donc, Hildegard de Bingen a eu accès en fait à ces connaissances autour du soin aux malades. Et elle a été influencée évidemment par ce calendrier alimentaire. Hein. Alors Hildegard de Bingen, c'est pas seulement une abbesse bénédictine, en fait on la connaît surtout parce que c'est une prophétesse. Hein. Depuis sa toute petite enfance, Dieu lui parle et lui explique le monde. À l'âge de 41 ans, en fait une vision la terrasse et Dieu lui ordonne d'écrire ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle se met à écrire des ouvrages qui feront sa notoriété par la suite. Donc elle écrit d'abord 3 ouvrages de théologie, Scivias, puis le livre des mérites de la vie, le livre des œuvres divines. Et par la suite, elle écrira donc 2 ouvrages majeurs qui nous intéressent en naturopathie, les causes et les remèdes, et puis Physica, que l'on appelle également le livre des subtilités et des créatures divines. Dans Physica, c'est le livre qui fait actuellement l'objet de mes recherches, Hildegard liste l'ensemble des plantes, des animaux, des minéraux, des oiseaux, des reptiles, des arbres que Dieu a mis sur terre et elle développe leurs usages pour nous les hommes, que ce soit en matière d'alimentation, mais aussi de soins, que ce soit pour les animaux, ou pour le linge, ou pour l'homme, etc. Par exemple, dans le chapitre de l'ortie, elle explique que l'ortie, c'est une plante intéressante pour soigner le rhume des chevaux. Alors, au Moyen-Âge, petite précision, on appelle plante tout ce qui est issu du monde végétal, mais pas que. Donc, on appelle plante tout ce qui va être justement légumes, certains fruits, les plantes aromatiques, les plantes médicinales, mais aussi les épices. Hildegard nous dit aussi que dans les plantes, elle inclut le lait, le beurre, les œufs, le vinaigre, le sel, le sucre. Donc, c'est vraiment une définition très très vaste. Hein. Évidemment, Hildegard de Bingen nous intéresse en naturopathie pour sa vision de la santé. Hein. C'est pour ça que pour vous la présenter, je vais m'appuyer sur les 5 piliers actuels de la naturopathie et du coup faire un comparatif à chaque fois avec l'apport d'Hildegard de Bingen. Tout d'abord pour ce qui est de l'humorisme. Hein. Hildegard s'inspire de la théorie des humeurs d'Hippocrate. Alors, c'est pas étonnant qu'elle ait eu accès à cette théorie des humeurs, c'est une théorie qui est déjà très connue au Moyen-Âge. Tous les médecins s'appuient sur la théorie des humeurs d'Hippocrate. Et puis, Hildegard vient d'un monastère donc assez fortuné qui avait une bibliothèque, donc ça lui a sûrement permis de connaître cette théorie des humeurs. D'ailleurs, dans certains de ses ouvrages, par exemple, elle cite des auteurs antiques comme Pline. Hein. Donc, Hildegard s'inspire de la théorie des humeurs d'Hippocrate qu'elle intègre à un monde cosmologique. La cosmologie médiévale, c'est un concept essentiel du Moyen-Âge. En fait, pour le résumer simplement, le monde est créé par Dieu. Il est constitué des 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Les subtilités et créatures divines, c'est-à-dire tout ce que l'homme a créé sur terre, ont 4 qualités, chaud, froid, sec, humide. Et puis, il y a l'homme avec ses 4 humeurs. L'homme forme le microcosme et puis le monde autour forme le macrocosme. L'homme microcosme est un élément du macrocosme et tout est interconnecté en fait. Pour ce qui est du vitalisme, un concept qu'on connaît évidemment très bien en naturopathie puisque c'est l'un de nos piliers, l'homme évidemment est doté d'une force vitale puisque l'homme a été créé par le souffle de Dieu. Il a été créé à partir de la terre et puis Dieu lui a donné le souffle, ce qui a permis à cette terre de prendre vie hein, et de donner Adam, en tout cas dans les écrits d'Hildegard. Mais Hildegard va plus loin que ça puisqu'elle nous dit que les créatures et subtilités divines, c'est-à-dire les plantes, les fruits, les légumes, etc., sont eux aussi dotés d'une force vitale naturelle qu'on appelle la viriditas. Donc, c'est un néologisme inventé par Hildegard. Vir symbolisant donc en latin c'est la force, la vigueur, la verdeur, viriditas. Hein. Et donc cette viriditas agit sur les humeurs de l'homme en pouvant soit les aggraver, soit les corriger, soit les atténuer. Donc on voit bien que le concept de vitalisme est un peu plus poussé que notre concept à nous. Pour ce qui est de l'holisme et du causalisme,
Hildegard nous dit que lorsque l'homme a un dérèglement, il a un dérèglement holistique, un dérèglement global, un dérèglement du corps, âme, esprit. Le rééquilibrage du terrain doit donc intervenir sur ces 3 axes. Hildegard dit que le dérèglement est dû au péché et que la maladie est une punition divine. C'est un topos médiéval et évidemment qu'aujourd'hui, cela ne fait plus sens. On n'est pas malade parce que Dieu nous a punis, en tout cas pas en naturopathie. Donc ça ne fait plus sens, mais cette notion de vice-vertu n'est pas complètement dénuée de sens, même encore aujourd'hui. Dans un chapitre sur les vices et les vertus, elle nous liste les péchés et elle propose des vertus correctrices pour remédier à ce péché. Par exemple, pour le péché de gourmandise, elle propose de le corriger par la modération. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de vice et de vertu, mais plutôt d'amélioration de l'hygiène de vie. Mais tout comme en naturopathie, la recherche de la cause est vraiment essentielle. Et le travail doit intervenir sur ces 3 axes, corps, âme, esprit. Le corps, bien sûr, c'est le corps physique que l'on peut corriger par l'alimentation. On peut en tout cas corriger aussi les excès d'humeur par l'usage de créatures et de subtilités divines. Donc avec des plantes, des cataplasmes par exemple. L'âme pourrait correspondre un peu à notre force vitale, c'est le souffle de Dieu qui nous donne la vie et qui est constamment tiraillé entre le bien et le mal, l'excès et la modération. Il y a vraiment une part d'émotionnel dans l'âme et on sait aujourd'hui à quel point en naturopathie, la prise en charge de l'émotionnel est indispensable pour avoir un rééquilibrage efficace. Enfin, l'esprit correspond à la relation de l'homme avec Dieu, l'homme qui travaille sur le salut de son âme. Aujourd'hui, on parlerait plutôt finalement d'alignement spirituel, le fait de se sentir aligné avec soi et avec le monde qui nous entoure. Hildegard de Bingen a une jolie citation, elle dit « Lorsque l'âme et le corps s'accordent dans leur rectitude, ils obtiennent dans une joie unanime les récompenses suprêmes. » Elle nous rappelle en permanence l'interdépendance entre les différents niveaux de l'être. Soigner le corps sans s'occuper de l'âme, ça sert à rien. Et s'occuper de l'âme sans prendre soin du corps, ça sert à rien non plus. Voilà. Pour ce qui est du dernier pilier qui est l'hygiénisme, je vais plutôt vous présenter quelques outils qu'Hildegard de Bingen recommande. D'abord, le soin au Moyen-Âge passe principalement par l'alimentation. Et ça, c'est un topos que je retrouve dans bon nombre d'écrits sur la santé médiévale. On retrouve par exemple cette thématique dans les œuvres de Moïse Maïmonide, un médecin juif du Moyen-Âge arabe, à peu près de la même période d'Hildegard, XIIe siècle, mais ils ne se sont pas connus. L'alimentation fait partie en fait de ce qu'on appelle la diététique médiévale ou bien les 6 choses non naturelles, qui sont donc l'alimentation et la diète, le sommeil et la veille, le mouvement et l'oisiveté, la vie sexuelle, la vie émotionnelle, l'air que l'on respire. Parfois, on parle aussi des évacuations, voilà. Des évacuations du corps, des émonctoires du corps. Cela nous rappelle évidemment l'hygiénisme en naturopathie et la prise en charge de l'hygiène de vie de nos consultants. Pour ce qui est de l'alimentation, celle-ci s'ajuste en se tournant d'abord vers certains produits et en évitant d'autres, en prenant des tisanes, en ajoutant des plantes ou des épices pour corriger les humeurs et soutenir la force vitale. En naturopathie, on utilise un modèle alimentaire inspiré des recommandations d'Hildegard de Bingen et c'est d'ailleurs un modèle que j'utilise vraiment beaucoup au cabinet parce que je reçois des personnes qui souffrent de troubles cutanés. Et donc j'accompagne ces personnes, j'accompagne le terrain de ces personnes qui souffrent de troubles cutanés, notamment des troubles d'acidité. Le modèle alimentaire d'Hildegard, en fait, il présente 2 avantages. Il est alcalin et il est pauvre en histamine, ce qui me permet d'accompagner de nombreux terrains, notamment des terrains difficiles, qui sont souvent incompatibles avec la prise en charge de compléments alimentaires. Ensuite, Hildegard propose des remèdes, c'est-à-dire des associations de plantes, des macérats, des vins, des cataplasmes ou encore des galettes à base d'épices pour corriger ses humeurs. Encore une fois, elle rejoint là les recommandations des médecins médiévaux de son époque. Ensuite, elle propose de corriger l'origine, la cause de ce dérèglement, c'est-à-dire le péché en travaillant sur son attitude, sur son hygiène de vie. J'ai évoqué tout à l'heure le péché de gourmandise, mais ça peut aussi être le vice du matérialisme qui fait encore plus écho dans notre société aujourd'hui. Comme quoi, c'est toujours d'actualité. Enfin, elle incite l'homme à travailler sur le salut de son âme,
à retrouver un alignement avec Dieu. Alors le dessein du salut de son âme, ça s'appelle le dessein sotériologique au Moyen-Âge. C'est l'objectif d'une vie au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on parlerait plutôt, comme je l'ai dit, d'un alignement spirituel. Un alignement spirituel avec soi et avec le monde qui nous entoure. Et pour parvenir à ce dessein, Hildegarde propose des techniques telles que le chant, la musique, les arts de manière générale, qui permettent finalement une autre méthode d'expression, capable ici de toucher Dieu, mais pour nous, tout simplement, de trouver un alignement. Et on connaît aujourd'hui tous très bien les bienfaits de l'art-thérapie sur ce point, donc je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Trouver le chemin de la spiritualité, c'est une mission essentielle au Moyen-Âge, et dans certains écrits, je me suis aperçue aussi que ça pouvait passer par la méditation. Et pour cela, les moniales concevaient des jardins apaisants, relaxants, avec des fleurs, pour inviter à l'état méditatif. Donc j'ai trouvé que cette recommandation avait toujours une pertinence aujourd'hui, était assez peu utilisée, donc n'hésitez pas à recommander à vos consultants d'aller dans des jardins pour se reposer l'esprit. Alors en cette journée de la femme finalement, que conseille Hildegarde de Bingen pour les femmes en particulier? Alors ça doit être difficile d'être exhaustive dans cette conférence, je vais vous présenter brièvement ce qu'elle pensait de la femme et puis de ce qu'elle pouvait proposer. Déjà, Hildegarde de Bingen, c'était une femme libre, c'était une femme puissante du Moyen-Âge, toutes les femmes n'ont pas la possibilité d'écrire au Moyen-Âge. Ses écrits ont traversé même les époques, jusqu'à nous, naturopathie aujourd'hui. Donc c'est vraiment que c'était une femme qui était puissante. Elle souhaitait vraiment élever ses moniales. Elle a d'ailleurs fondé 2 monastères dédiés uniquement aux femmes de la haute noblesse. Et c'était des monastères qui étaient assez confortables. En fait, dans le premier monastère dans lequel elle a vécu en tant que recluse, c'était un monastère mixte. Et puis, quand elle a eu assez de notoriété, elle a demandé l'autorisation de partir et de fonder son propre monastère. Et donc là, c'était un monastère exclusivement féminin. Et elle souhaitait que ses moniales s'élèvent par la lecture, les arts, les chants, la musique, mais aussi la danse. Elle avait une voix très très lumineuse, Hildegarde, vraiment une voix lumineuse, et elle proposait à ses moniales de chanter, de danser, de jouer de la musique. Et ça lui a valu d'ailleurs quelques remontrances de la part de certaines personnes de son temps qui trouvaient cela vraiment inconvenant pour des moniales. D'habitude, la moniale médiévale, elle est plutôt silencieuse et humble, voilà. Alors pour ce qui est de l'accompagnement des troubles de la femme, Hildegarde considérait d'abord qu'il fallait revenir à une alimentation saine. Une alimentation saine, c'est ce qui va aider le tout à mieux fonctionner. Elle recommandait une alimentation avec des aliments plutôt chauds en termes de qualité. On connaît tous le célèbre épeautre, mais pas que, le fenouil, la châtaigne, etc. Elle déconseille les crudités, donc ça sera plutôt des produits qui seront cuits. Ensuite, elle préconise des plantes comme par exemple la camomille sous forme de bouillie avec de la farine et un peu d'huile. Elle conseille aussi le fenouil en cas de douleur d'accouchement en application plutôt cutanée. Ou encore la bétoine à base d'un vin de bétoine en cas de troubles menstruels. Ce qu'Hildegarde de Bingen vise, c'est vraiment une action globale, c'est favoriser, accompagner la viriditas, tempérer les humeurs qui sont en excès et harmoniser, donc je disais, le corps, l'âme et l'esprit, particulièrement chez les femmes. On voit bien à quel point Hildegarde de Bingen, mais aussi les médecins médiévaux de manière générale, avaient une vision du soin que l'on considère nous aujourd'hui comme naturopathique, mais leur vision du soin, selon moi, va encore plus loin et elle est vraiment une source d'inspiration pour la philosophie de notre profession de naturopathe, la vision cosmologique du soin. Alors qu'est-ce que la vision cosmologique du soin ? En naturopathie, le soin est souvent tourné vers l'individu. Nous accueillons en cabinet des personnes qui souhaitent que l'on travaille naturellement sur leur terrain. Pour Hildegarde de Bingen, qui est, je le rappelle, avant tout une théologienne. Hildegarde n'a jamais été une naturopathe, elle est avant tout une théologienne. L'homme a une place importante. Il a la place donc dans le microcosme, mais il n'a pas une place centrale. C'est Dieu de toute façon qui occupe la place centrale, et puis c'est Dieu qui guérit. Elle, les recommandations qu'elle donne, c'est pour aider à retrouver un équilibre, mais c'est Dieu qui guérit.
En commettant des péchés, l'homme développe un excès d'humeur, on l'a vu tout à l'heure, péché de gourmandise ou de matérialisme, etc., qui perturbe en fait son organisme, donc son microcosme, mais en fait pour elle ça va plus loin, ça perturbe aussi le macrocosme, donc l'ensemble de la création divine. Et c'est pour ça qu'Hildegard dit qu'il est essentiel qu'il corrige son comportement, parce qu'en corrigeant son comportement, l'ensemble de la création divine est corrigé, équilibré, rétabli, pour atteindre presque le jardin d'Éden, comme elle le dit. Alors, pour mieux comprendre ce concept de cosmologie médiévale et puis son intérêt en naturopathie pour nous en tant que praticiens aujourd'hui, imaginez que vous recevez en consultation une personne qui vous dit qu'elle souhaite un accompagnement parce qu'elle a une alimentation qui est très très riche en sucre et qu'elle souhaite corriger cela. Donc si déjà elle vient vous voir, c'est super, elle souhaite corriger son alimentation, c'est vraiment un super pas, un super début. Mais c'est souvent pour des questions individualistes. Elle vient parce qu'elle a souvent aussi d'autres troubles associés, comme des troubles de la peau, des troubles du transit par exemple. Alors Hildegard vous dirait sûrement qu'elle a commis le péché de gourmandise et elle vous dirait d'adopter une attitude donc vers la modération. Elle conseillerait peut-être aussi le modèle alimentaire Hildegard et puis des plantes. Mais elle inviterait aussi le consultant à réfléchir sur l'impact de son attitude sur le monde. La consommation de produits sucrés, on le sait, donc dans les sodas, les bonbons, les boissons industrielles qui sont souvent riches en additifs, dans des contenants en plastique, c'est une production industrielle qui est particulièrement polluante. Et ces industries contribuent du coup également à perturber aujourd'hui la faune et la flore. La même flore dont on va faire appel finalement pour rééquilibrer notre consultant. On voit bien dans cet exemple que l'excès ne perturbe pas seulement l'organisme, mais également la faune et la flore, finalement l'ensemble du monde dans lequel on vit, et ce même monde auquel on va faire appel pour corriger du coup l'excès de notre consultant, corriger ses troubles. Aujourd'hui on parlerait peut-être d'écologie, mais le concept de cosmologie je trouve va vraiment plus loin, et en cela la naturopathie médiévale est vraiment intéressante. Alors nous arrivons au bout de cette conférence, il est toujours difficile de parler d'une figure aussi riche et aussi éclairée qu'Hildegard de Bingen en 30 minutes. Honnêtement je pourrais en parler pendant des jours, là j'ai vraiment essayé de faire un résumé très condensé, sans essayer de trop dénaturer Hildegard et ses propos. Mais ce que je retiens de ses écrits et de la naturopathie médiévale en règle générale, c'est que ses recommandations sont toujours d'actualité. Moi-même, j'utilise le modèle alimentaire d'Hildegard de Bingen en naturopathie avec de très bons résultats, et j'utilise également certaines de ses recommandations. Ensuite, la naturopathie médiévale, c'est une naturopathie simple. C'est la naturopathie de la cuisine, c'est celle de son jardin. C'est une naturopathie qui propose d'abord et avant tout de corriger son alimentation. C'est vraiment une naturopathie du quotidien. Enfin, ce que je retiens d'Hildegard de Bingen, c'est qu'elle enrichit vraiment notre philosophie de la naturopathie et du métier de naturopathe. Parce que la mission du naturopathe, peut-être que finalement, c'est pas seulement de rééquilibrer les individus. Pour moi, en tant que naturopathe, nous sommes les gardiens de la nature, en fait les gardiens du cosmos. Et le cosmos, c'est le microcosme, l'individu, et le macrocosme, le monde. Et en tant qu'éducateur de santé, je pense qu'il est important d'éclairer nos consultants sur ce point. Vraiment de les éveiller à ça. Voilà, j'espère que cette conférence vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur Hildegard de Bingen ou sur mes travaux en naturopathie médiévale, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet naturopathiemédiévale.com. Pour ce qui est de la naturopathie médiévale, pour vous en dire un peu plus, c'est un concept complètement anachronique que j'ai inventé, qui vise donc à s'inspirer dans notre pratique de la naturopathie des recommandations du Moyen-Âge et des auteurs du Moyen-Âge. Alors évidemment que les recommandations pertinentes aujourd'hui. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur mon travail, n'hésitez pas, comme je le disais, à vous rendre sur mon site internet. Je vous souhaite un bon congrès et une excellente journée de la femme. Merci à toutes et à tous.